Alors, je vais vous faire une petite présentation sur Ansible. Donc déjà, avant de commencer, je voudrais savoir qui connaît déjà Ansible. Ouais, vous l'avez déjà utilisé donc. Ok. Alors, je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose ce soir, ça va être principalement une introduction. Mais au moins, vous pourrez me corriger si je me trompe comme ça. Donc Ansible, c'est une solution qui est open source, donc qui est aussi collaborative. Il y a une série de core développeurs qui travaillent dessus, plus toute une communauté qui propose des éléments supplémentaires, tels que des éléments de plus pour enrichir Ansible. Donc ça permet à aider pour gérer les configurations. Ça peut servir de base de référence pour configurer toute une infrastructure ou un projet. Ça permet aussi le déploiement d'applications. Avec Ansible, on peut déployer une fois sur une machine, comme une fois sur 1000 machines ou 1000 fois sur 1000 machines. Tout ça, c'est faisable. Ce sera toujours la même chose. Le but étant d'être répétable et figé. On peut automatiser aussi des tâches de maintenance, des tâches pour archiver des choses au fur et à mesure. Donc voilà, ça permet de simplifier la vie à pas mal de sysadmins, de développeurs pour tout ce qui peut être répétitif. Donc comme je disais, c'est aussi un outil d'orchestration IT. Quand on a des choses à faire les unes après les autres, provisionner une VM, installer un serveur web, récupérer le contenu sur un repo Git, appliquer une configuration, redémarrer le serveur et vas-y, on passe en production. Voilà, toute cette séquence-là, elle peut être scriptée, on peut l'ordonner et on peut clairement définir quelles sont la suite d'événements qu'on veut retrouver et des changements qu'on veut appliquer sur notre infrastructure ou simplement un serveur. Et comme je le disais, on peut appliquer des tâches à plusieurs machines. De manière séquentielle, une machine à la fois, plusieurs machines à la fois, par groupe de 2 ou 3, ou toutes les machines en même temps. Après, ça dépend un peu des restrictions au point de vue du type d'applicatif qu'on veut déployer, de l'infrastructure qu'on a, la connectivité qu'on a et la façon dont on veut organiser tout ça. Donc là, on va voir le schéma global de Ansible. Ansible, c'est un outil qui est sans agent. Donc, c'est pas comme Puppet ou autre où on a besoin d'installer des agents sur les machines qu'on veut manipuler. Là, tout part directement de la machine qui a le code du projet Ansible. Donc on part, ça peut être d'un laptop, voilà, j'ai écrit mon code, je veux le déployer sur le cloud Google, tout part de ma machine pour aller faire les requêtes. On peut le mettre sur une machine physique, un desktop, on peut mettre ça aussi sur un serveur. Par exemple, on travaille dans une équipe, on a un jump server qui nous sert à faire toutes nos opérations de maintenance. On a déployé notre code dessus et c'est depuis cette machine-là qu'on va déployer les différents projets à travers Ansible. Donc pour faire ça, donc la partie, l'orchestration, c'est vraiment donc le Ansible qui va être exécuté sur la machine. Et on va avoir des cibles. Ici, dans mon cas, j'ai utilisé un peu un exemple d'une stack Elasticsearch avec des masters qui vont gérer les données, l'ingestion, etc. Des nodes de data qui vont stocker les données qui vont être injectées dans la stack de Elastic, et la partie Kibana qui va être la partie pour pouvoir visionner, etc. Donc on a ces trois machines, trois VM par exemple, qu'on peut avoir déjà provisionnées ou qu'on veut directement provisionner via l'interface de AWS, Azure ou autre, ou même du VMware. Et on va du coup donner en connaissance à notre orchestrateur quel est l'inventaire à utiliser. On va lui dire, voilà, écoute, tu vas avoir ces machines-là, et puis on va te donner les IP ou les noms de domaine où tu peux les trouver. On lui donne aussi le playbook de savoir ce qu'il doit faire. Maintenant, il sait sur qui, ce qu'il doit faire, et il va faire ouvrir des connexions SSH en direct sur les VM, et il va aller exécuter le code qu'il a besoin pour que chaque VM se retrouve dans l'état qui a été planifié par le playbook. Donc maintenant, en regardant les composants d'Ansible, il y a vraiment le core qui est le minimum vital pour faire fonctionner le Ansible, donc pouvoir exécuter des playbooks, pouvoir exécuter
des commandes pour gérer le vault, pour stocker les passwords, pour les encrypter. Ça va être vraiment la base, vraiment ce qui est essentiel pour faire fonctionner Ansible. Suite à ça, on va greffer, comme je le montrais précédemment, l'inventaire, de savoir quelles sont les machines, quels sont les groupes qui permettent d'organiser mes machines pour lui dire où aller exécuter son code. Après, on va avoir les playbooks, comme je disais, donc il y a une séquence de tâches ou de rôles pour pouvoir faire notre déploiement. Les playbooks, généralement, reposent sur des modules. Donc, des modules, c'est des packages qui ont été développés soit par la communauté, soit par les développeurs d'Ansible pour permettre d'exécuter des actions spécifiques sur des machines. On va avoir, par exemple, un module qui peut simplement pinguer une machine pour vérifier si elle répond. Ce n'est pas le vrai ping au sens la commande Linux ping, mais c'est un module qui va essayer d'ouvrir une connexion SSH, s'assurer que la connexion est possible, qu'au bout ça répond, et pour lui c'est son équivalent du ping au niveau de Ansible. J'ai réussi à me connecter, la machine distante accepte que je lui passe des ordres, ça veut dire qu'elle répond. Et après on a des modules qui vont être plus complexes, par exemple se connecter à l'interface, à l'API de Google pour aller instancier des machines dans leur cloud. Et on a donc des modules qui font des tâches spécifiques. Après, on a des rôles qui sont donc une collection de tâches qui vont faire appel au module. Et puis, par exemple, on écrit souvent la même chose. Donc, dans le but de ne pas avoir à se répéter sans arrêt, on va regrouper sous forme de rôle un ensemble de tâches pour, par exemple, déployer un serveur web. On dit, je veux déployer un serveur Nginx. Qu'est-ce que j'ai à faire dans les tâches? Je vais aller récupérer le package qui correspond à ma distro. Je vais aller l'installer. Je vais aller appliquer la configuration que j'ai besoin pour ce truc-là. Je vais aller créer des virtual hosts. Et puis, toute cette séquence-là, à chaque fois, je la fais à chaque fois que j'installe un serveur web. Donc, hop, j'ai écrit un rôle qui permet un jour de dire, voilà, j'ai besoin de réutiliser ça. Je veux installer mon serveur Nginx. Ma config, elle est là. Mon rôle est là. Tu prends tout ça ensemble et tu installes ça. Et moi, j'ai plus besoin à remettre à chaque fois la même chose. Après, il y a d'autres éléments aussi, en plus des tâches, donc des handlers, où je détaillerai un peu plus par la suite, qui permettent de manipuler. C'est des tâches un peu asynchrones, on va dire. Et les fichiers, les templates, alors c'est ce qui est la force, c'est que quand on veut faire de la configuration, souvent, on définit des templates et des variables à instancier qui permettent après, les variables plus le template, on a notre config finale pour notre cas dans notre déploiement particulier. Les collections, donc c'est arrivé il y a quelques années, ça. C'est un ensemble de rôles qui sont un peu groupés dans des collections, des modules qui ont été faits un peu. Voilà, la partie rôle a amené quelques limitations pour certains cas. Donc du coup, il y a eu la création de collections donc, qui rassemblent des éléments de playbook, de rôles et de plugins. Et à la fin, on a les variables. Donc les variables, c'est vraiment ce qui nous intéresse vraiment dans le système. C'est là, je vais pouvoir définir, faire de la customisation de ce que j'ai besoin, de chaque rôle, chaque serveur, comment je veux pouvoir traiter tout ça. Et on verra en détail les différents types de variables qu'il y a au niveau d'Ansible, que ce soit au niveau de tout un environnement, d'un groupe de machines ou d'une machine en particulier, ou un rôle, ou même une tâche, quelque chose de vraiment particulier. Et donc, comme je le disais, les tâches qui appellent des modules pour s'exécuter, pour customiser le projet. Et donc, les handlers, c'est une tâche avec un identifiant unique qui peut être appelé par une tâche. Par exemple, un handler, ça peut être redémarre-moi mon serveur web. Par exemple, dans le processus d'exécution, à un moment donné, on va dire je fais une modification dans la config. Donc, à un moment donné, je vais avoir besoin de redémarrer mon serveur web pour que cette config soit appliquée. Et puis un peu plus loin, je refais une autre modification. Alors, je vais encore avoir besoin de redémarrer la config pour que le serveur, pour que la config soit prise en compte. Ça fait déjà 2 fois que je vais l'appeler. Si je passe mon temps à le redémarrer sur, admettons, 20 000 machines en même temps, ça va être un peu dommage. Alors que là, en fait, ce système-là permet de dire, voilà, cette tâche-là, elle s'exécute de manière globale. On l'appelle, on lui dit, écoute, j'aurais besoin quand tu as fini d'exécuter ça. Et chaque tâche dit ça. Et comme ça, à la fin, une fois que tout est fini, il dit ok, là je redémarre mon serveur, je prends en compte tous les changements dans la configuration et je redémarre une bonne fois pour toutes. Donc on va voir plus en détail ce qu'est les playbooks.
Donc, alors c'est la documentation d'Ansible il y a un moment, plus traduit par mes soins, donc c'est un peu à géométrie variable, hein, si c'est pas exactement ça. Donc voilà, les playbooks permettent de définir une configuration, d'orchestrer les différentes étapes, et tout ce qu'on fait à la main, tout ce qui peut se faire à la main peut se décrire, et tout ce qui peut se décrire peut s'automatiser avec Ansible. Que ce soit de manière synchrone ou asynchrone. Donc voilà un exemple de playbook. On voit sur la première ligne host, qui veut dire sur quelle machine ou quel groupe je vais appliquer mon playbook. Dans ce cas-là, ça peut être le nom d'une machine ou ça peut être un groupe. Donc, dans mon cas, j'ai dit, tiens, je vais utiliser un groupe qui va s'appeler Web Servers et je vais leur appliquer les tâches. Et la tâche, ça va être quoi? Je vais tester la connexion avec mon ping. Donc ça va s'exécuter, ça va aller voir si ça ping bien, et puis après ça me dit OK pour celui-là, OK pour celui-là, et puis s'il y a un souci pour un, il va me l'afficher, il va me le dire. De manière un peu plus complexe, on voit que là on a introduit des variables au niveau playbook. Le port HTTP utilisé, le nombre de clients max qu'on veut mettre dans notre config. On voit qu'on a défini un handler pour redémarrer le serveur Apache, qui fait appel au module service, qui lui sait qu'il va aller avec ses variables derrière, il sait qu'il doit gérer le service Apache et il doit le mettre dans un état redémarré. Et ensuite, on a les tâches qui vont s'exécuter. Et on voit que la dernière tâche, elle nous laisse un message pour la forme dans le log, mais surtout, elle va aller appeler le handler pour redémarrer Apache. Les modules, donc les modules servent vraiment à exécuter, comme je disais, un ensemble de tâches, une tâche spécifique auprès d'un serveur, un service, que ce soit distant ou que ça appelle d'autres playbooks. Et donc, des services de base, des modules de base, comme je montrais avant, on a service, on a ping, on a commande, on a yum pour installer, il y a un méta module qui s'appelle package qui permet d'utiliser soit yum, soit apt selon la famille d'OS Linux qu'on utilise. Donc voilà, ça c'est les exemples, on va dire, les plus simples de modules qui existent. La force, comme je disais aussi, du fait que ce soit open source, c'est que les utilisateurs, selon leurs besoins, ils peuvent eux-mêmes écrire leur propre rôle au besoin, et ils peuvent aussi écrire leur propre module. Et ils peuvent en faire des packages et les distribuer après à la communauté pour que tout un chacun puisse l'utiliser dans son projet. Là, par exemple, on peut tout faire en une seule ligne. C'est plus un playbook, c'est directement Ansible qui est appelé pour appeler directement le module en ligne de commande, en direct, avec le -a qui sont les variables qui vont être passées au module. Donc là, on voit qu'on veut installer par yum le module HTTPD pour le mettre dans sa dernière version. On peut aussi s'assurer par la suite de le démarrer. Ça, on pourrait très bien faire un script bash et écrire ça à la main pour faire la même chose qu'un playbook Ansible. C'est un peu dommage, mais c'est faisable. C'est souvent utilisé ce format-là, Ansible, le nom du groupe et le module qu'on veut utiliser quand on fait un peu de debug. Déjà, rien de s'assurer qu'il peut pinguer ou d'afficher un peu les facts qui correspondent à chaque machine. C'est un format qui peut être utilisé. Ensuite, donc, je parlais des rôles. Donc, les rôles, c'est un ensemble de tâches, de handlers, de fichiers et de templates. Et en regroupant ça sous le format d'un rôle, voilà, c'est plus facile à réutiliser sur différents projets, à distribuer à d'autres personnes. Et puis après, le fournir à la communauté permet aussi que des gens puissent venir l'enrichir. Donc là, je présente une structure possible du projet, sachant qu'après, on a un peu chacun nos façons de faire. La documentation présente aussi d'autres façons de faire. Moi, c'est un format que j'aime assez. C'est de définir des différents playbooks et sous-playbooks pour clarifier un peu mon code. Donc on va avoir le déploiement de playbook qui va après, par exemple, inclure la partie web server. Et on va avoir un dossier local rôle dans lequel on va avoir nos rôles. Là, on voit qu'on a deux rôles, le common et le web servers.
Et on voit que dans le web server, on a beaucoup plus de dossiers dans lesquels on va avoir des fichiers, des templates, des choses qu'on va avoir besoin d'utiliser pour configurer, pour générer les configs. On va avoir des handlers pour redémarrer le web server au besoin, des variables default dans lesquelles on va trouver des variables par défaut, et puis meta qui est un fichier qui permet après de pouvoir le partager à travers une plateforme, un hub qui s'appelle Galaxy pour Ansible. J'en parlerai un peu plus en détail après. Donc du coup, avec la structure que j'ai montrée, on pourrait très bien avoir un playbook pour déployer les web servers qui est cette tête-là. On définit les rôles qu'on veut appeler, common et web server, et lui après derrière, si on l'utilise de manière standard, on va avoir toutes les valeurs par défaut et on va exécuter ces deux rôles les uns après les autres. Common, ça peut être simplement de définir des variables ou des outils de debug qu'on a besoin, ou des outils qu'on a besoin pour la production, ou des outils de monitoring qu'on veut installer sur chaque machine de notre parc. On a ça de base et après on a la distinction pour les web servers. Là, on peut avoir un exemple un peu plus poussé en disant voilà, je veux je veux appeler plusieurs fois le même rôle et je vais lui passer des données différentes. Par exemple, ça va être, je veux installer deux instances d'une même app sur mon serveur, et puis il y en a un qui va avoir ils vont avoir chacun leur propre dossier, on peut voir avec la variable dir, et puis on va définir qu'on fait tourner une app sur un port et une app sur l'autre port. Et après, on peut aussi mettre des conditions quand on appelle nos rôles, par exemple exécuter uniquement si notre OS de destination, c'est un OS de la famille des Red Hat. On peut aussi mettre des tags. Les tags, ça peut être intéressant après quand on veut faire une exécution partielle de notre playbook. Dire voilà, admettons que j'ai un gros playbook qui gère toute mon infrastructure, mes serveurs web, mes bases de données, mes applicatifs, mon monitoring, etc. Enfin, on va dire, je sais pas, 200 serveurs différents avec des redondances, etc. Peut-être sur 2 sites différents. C'est un peu costaud. Peut-être que des fois, on a besoin de réinstaller ou redéployer un truc particulier. Donc, par exemple, on peut définir un tag. Pour nos web servers, ça peut être web server. On peut avoir des rôles qui vont servir uniquement à faire des updates, pas à faire la configuration. Donc, du coup, quand on lance notre playbook, on peut passer en paramètre un des tags en lui disant voilà, je veux que tu suives ce tag-là, et du coup, il va ignorer les autres. Ou au contraire, je veux que tu ignores certains tags. Par exemple, je ne veux pas que tu retournes dans toute la configuration de ma base de données, parce que là, je m'intéresse juste à redéployer la stack de serveur web, par exemple. Donc avec ces tags, on peut filtrer. Après, donc, on a vu qu'on pouvait exécuter des tâches, donc, comme on voit au milieu. On pouvait appeler directement des rôles. Et puis, on peut avoir besoin des fois d'exécuter des tâches avant d'appeler des rôles ou mes tâches, ou bien après. Genre pour initialiser une chose, pour la détruire derrière, pour faire un peu de ménage, enfin voilà. Du coup, là, c'est les 4 mots-clés qui existent pour exécuter des tâches, les rôles, et d'ordonner les tâches qu'on veut exécuter. Pré-task, post-task. Donc je parlais du Galaxy Ansible, donc c'est un gros hub sur lequel on a des tonnes de packages, de rôles et de collections qui sont publiés par la communauté. Et généralement, il y a des descriptifs, on récupère les informations qui se trouvaient dans le dossier méta qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel on va savoir pour quelle version d'OS ça fonctionne, quel est le type de catégorie auquel ça s'applique. Est-ce que ça s'applique sur des serveurs, est-ce que ça s'applique sur des applicatifs, est-ce que ça s'applique sur du réseau, etc. Et puis, du coup, facilement, on peut utiliser la commande Ansible Galaxy install et le nom du package pour aller récupérer automatiquement, comme n'importe quel gestionnaire de package. Et via sur Ansible Galaxy, on peut aussi publier notre propre rôle ou collection sur le hub, à condition d'avoir un compte, de s'être identifié après, de pousser, pousser notre package et voilà, faire ces différentes mises à jour et de le pousser. Après, on va parler du coup de l'inventaire des fichiers. Il y a 2 formats qui peuvent être utilisés. Ça, après, c'est une question de goût. On a le format init classique, donc, dans lequel on trouve tout, à la fois les groupes et les hosts. Voilà. Et la même chose en format YAML.
Alors c'est un peu plus verbeux en YAML, mais on va passer au travers des deux. On voit par exemple qu'on a dans les deux, on a un groupe qui s'appelle masternode. Donc c'est toujours un peu notre exemple de tout à l'heure, avec nos deux machines. Donc on a notre groupe et on a nos deux machines, master 1, master 2. C'est assez c'est logique. On a un autre groupe. Et là, cette fois, c'est un peu plus tricky, je dirais, parce que euh, on a une forme en fait de boucle et c'est Ansible qui va générer ça tout seul. On lui dit là, écoute, je veux 20 machines dedans et elles vont s'appeler data 01, 02, 03, etc. jusqu'à data 20. Et ça évite d'avoir à les écrire à la main à chaque fois sur chaque ligne. Donc lui, il sait qu'il doit manipuler, il doit aller à travers de toutes ces machines-là. Et à la fin, on a une machine où on lui a simplement donné le DNS et puis on lui dit, bah voilà, tu vas aller taper là-dessus. Mais ça aurait pu être juste une adresse IP qu'on lui donne en direct, ou ça aurait pu être un nom de machine complètement arbitraire qui sera uniquement utilisé dans l'inventaire Ansible. Et en dessous, on va lui définir dans les variables quelle est l'IP sur laquelle il doit aller chercher, ou alors quel est le nom de domaine pour aller trouver cette machine. Et on peut gérer ça avec cette flexibilité-là. On arrive à créer des groupes, des sous-groupes, faire apparaître des machines dans plusieurs groupes et à, comment je dirais, avoir une configuration d'Ansible la plus flexible pour exécuter tous les playbooks sur toutes les machines, qu'elles reçoivent les tâches dont on a vraiment besoin. Donc maintenant, on va passer aux variables. Les variables, généralement, sont comme l'ensemble d'Ansible et sont présentées sous un format déclaratif en YAML. Donc là, on peut voir qu'on a un premier dictionnaire qui s'appelle foo et qui est défini avec un premier champ, un deuxième champ, avec chacun leur valeur et la façon dont on peut y accéder dans les différents endroits d'Ansible, que ce soit dans le playbook ou dans un template. On peut accéder à ces variables-là. Donc comme je disais et que je vous ai montré tout à l'heure, on avait un premier playbook avec un var, une section qui permettait de définir les variables. Donc on peut les définir au niveau du playbook. On peut les définir au niveau de l'inventaire. On peut définir des variables de groupe et des variables host. Donc les variables de groupe vont être plus générales. Les variables host peuvent être spécifiques. Je sais pas, par exemple, dans tout mon groupe de machines, bah, j'ai une machine qui a moins de ressources. Bah, elle, on va peut-être la brider un peu sur le nombre de gigas qu'on va donner pour, je sais pas, pour Java, par exemple. On va lui dire attention. On peut définir aussi, on peut les inclure dans les fichiers et dans les rows, selon ce qu'on a besoin. Dans les rôles, on a deux types. On a les vars qui vont être figés et on a les defaults qui vont être prévus pour être surchargés par la suite à l'exécution. Donc l'utilisateur va avoir un panel de variables par défaut, puis il va être libre de dire, par exemple, je veux mettre plus de gigas pour mon Java, je peux changer le nom de la machine ou du service que je vais faire tourner. Et donc, ces variables défauts qui ont pour but d'être surchargées. On peut définir directement dans une tâche et on peut aussi encore les passer par ligne de commande. Du coup, avec toutes ces variables, c'est souvent un peu le casse-tête, c'est de trouver quelle est la priorité, qui prend le pas sur le reste. Donc, il faut savoir que les premières variables, ça va être les variables qui vont être définies dans le rôle. Après, elles peuvent être surchargées par des variables de groupe, et des variables d'inventaire, soit groupe ou host ou une valeur spécifique. On a après les variables au niveau du playbook qui vont encore prendre le pas par-dessus. On a les variables de rôle, comme je parlais avant, différentes des variables par défaut. On a les variables qu'on définit au niveau d'une tâche, spécifiquement vont prendre le pas sur le reste, et les variables extra qu'on passe dans la ligne de commande. Alors là, j'ai une structure de projet un peu plus ample. On voyait tout à l'heure, on avait les rôles, on avait quelques playbooks. Là, c'est un projet un peu plus complexe. Par exemple, on a une deploy key qui va permettre d'aller récupérer nos packages et nos projets Git qui se trouvent sur un repo privé, par exemple. Donc, on a notre deploy key. L'Ansible CFG qui est la config.
comment il va s'exécuter, qu'est-ce qu'il va afficher ou non dans le retour console. Environnement, c'est un dossier dans lequel on va définir des environnements, dev, stage, prod, et dans lequel on va pouvoir avoir des fichiers différents pour la configuration. Par exemple, définir un inventaire où on va faire tourner sur une seule machine pour le dev. En QA, on va avoir un pool peut-être de 4 machines, et en production, on va être sur 300 machines, par exemple. Donc on peut définir des choses différentes au niveau de cet environnement. Et puis à l'exécution, on va lui dire voilà, quel est l'environnement qu'on veut qu'il utilise. Après le dossier playbook, dans lequel on va avoir notre arbre qui peut être complexe avec notre playbook de base pour déployer et les différents playbooks qui vont être inclus au fur et à mesure selon les tâches qu'on veut exécuter. Le README pour le projet et le fichier de requirement, c'est quels sont les packages Galaxy et également à trouver sur GitHub que j'ai besoin que tu m'installes, c'est-à-dire quels sont les rôles, les collections que je vais avoir besoin pour mener à bien mon déploiement. Donc si on rentre plus en détail dans les environnements, comme je disais, donc le dev, du test par exemple aussi, du staging, et on va voir qu'au niveau dev, on va gérer des groupes var, donc selon les environnements, selon les types de groupes qu'on va utiliser, nos bases de serveurs, de bases de données et nos serveurs web. On va avoir chacun une config qui va leur être spécifique à leur groupe. On va avoir un fichier all qui va gérer des données qui vont être partagées. Par exemple, savoir qu'il y a une variable dans laquelle on va définir l'environnement, qu'on est en dev, etc. Des variables, ça peut être aussi, comme on est sur un environnement de dev, c'est peut-être un certain cluster cloud qu'on va utiliser plutôt qu'un autre. Donc on peut définir des infos à cet endroit-là. Et à la fin, l'inventaire dans lequel on va avoir le descriptif de toutes nos machines. Au niveau des playbooks, on peut avoir un playbook qui fait de l'installation de rôles et de modules selon les besoins pour configurer notre machine avant l'exécution pour le déploiement. Et puis là, dans ce cas-là, un fichier pour déployer, un fichier pour undeploy pour retirer tout, faire le ménage le jour où on décommissionne. Bon, c'est souvent utilisé quand on fait du dev, qu'on crée des choses, qu'on veut les supprimer, qu'on veut les recréer. C'est moins utilisé quand on fait de la prod finale. Donc là, on a la sortie console de l'exécution d'un playbook. Donc on voit, pour exécuter notre playbook, qui se trouve ici en bout de ligne, c'est dans le dossier playbook, on a notre deploy.yaml qui contient tout le playbook à exécuter. On appelle la commande Ansible playbook, qui elle sert à exécuter les playbooks. Et après, on lui donne en paramètre quel est l'inventaire utilisé, environnement, dev et le fichier host à utiliser. Et donc c'est parti, il va commencer à s'exécuter. Et puis là, on voit, première tâche, le titre de la tâche, c'est son nom, donc Gathering Facts. C'est une tâche qui est incluse de base, qu'on n'a pas besoin de définir. On peut, à partir d'un sélecteur, définir si on veut récupérer les infos de la machine distante ou pas. Et après, par exemple, on passe à la création d'une VM, on démarre une VM, etc. Et donc, on peut noter qu'à chaque fois, on a un retour. Là, on voit en première ligne le OK en vert, avec entre crochets le nom d'une machine. Donc, c'est la machine sur laquelle va s'exécuter la tâche. Là, dans ce cas-là, notre playbook, dans notre inventaire, notre machine, il y a une seule machine, donc il exécute sur une seule à la fois. Enfin, une seule tout court. Et après, il est OK, il est vert, ça veut dire que l'état final est déjà atteint, il n'y a rien qui a été modifié. Après, créer une VM, c'est en jaune, c'est écrit change, parce que l'état a été changé. Le Ansible a été dans ce cas-là, pas sur la machine, mais sur l'API dans ce cas-là, c'était un VMware. Crée-moi une machine. L'autre, il dit OK, ça s'est bien passé, il a un retour, tout est bon. Il dit c'est jaune, ça s'est exécuté, l'état a été changé par rapport à avant mon exécution. Même chose pour la suite, il démarre la VM, il attend gentiment un bon moment avant que ça boot. Après, on le voit qu'il passe par la suite pour récupérer les infos de la machine qui a été créée, quel est son IP, etc. Là, on a un fail qui est en fait un message d'erreur si jamais ça échoue pour donner un peu plus de debug par rapport à ce qu'on a pu donner comme info, demander comme données et le peu qu'on a pu récupérer. Et puis après, on s'assure de créer des dossiers, etc. Puis on passe à la suite, quoi. Et on peut arriver à un cas où ça se passe pas bien et du coup c'est rouge.
Dans notre cas, on a essayé de se loguer sur la VM en utilisant une clé SSH, et puis la machine n'a pas répondu, mais bon. Donc le message est affiché en rouge, et on a quelques éléments, on voit les éléments qui ont été lancés, et puis le retour qu'on a pu avoir des fois dans des messages. Et là, on peut noter que juste après, on a un petit message en bleu qui est mis ignoring, et qui est en fait la même couleur que l'étape sur la page précédente que j'avais montré, où on voit skipping, où en fait on a passé cette étape. C'est qu'en fait, les erreurs, elles ne sont pas forcément rédhibitoires au déploiement. On peut avoir des erreurs où on se dit, ok, là, si j'ai une erreur, ça peut être normal, mais je sais ce que je dois faire à appliquer derrière pour la suite. Donc on peut dire, j'ignore l'erreur, je récupère les infos, je fais mon petit traitement des infos qu'on m'a données, et suite à ça, je vais faire ce qu'il faut. Dans ce cas-là, c'est essayer de se connecter sur une machine en en utilisant la clé SSH, mais sachant que si la machine vient d'être fraîchement créée, la clé SSH qu'on a voulu l'utiliser n'est pas dessus. Donc du coup, on sait que ça peut échouer. Donc c'est dans ce cas-là, on récupérait ces infos-là, on sait que ça n'a pas marché, et par la suite, on va aller exécuter ce qu'on a besoin en conséquence, c'est-à-dire on va aller uploader cette machine-là en passant par user password, et puis après, plus tard, on ira fermer la config pour être sûr qu'on ne peut plus qu'uniquement se connecter via la clé SSH. Et on voit, par exemple, on peut avoir du debug, des messages de debug où on veut dire, voilà, j'affiche un message. Dans ce cas-là, est-ce que le runner a bien réussi à se connecter à un serveur centralisé? Voilà, il nous répond, bon, j'ai exécuté ça, ça a bien fonctionné, voilà le message que j'ai reçu, etc. Puis à la fin, on a un récap qui nous donne la liste de toutes les machines qui ont été, sur lesquelles on a manipulé des choses, qu'on a exécuté nos tâches, et on voit ce qu'on a fait. Le nombre de hockey, le nombre de choses qui ont été change, donc on a mis à jour les choses. Si on avait une erreur parce qu'on n'avait pas pu la joindre, ça aurait été unreachable qui aurait été en rouge. Et si on avait notre erreur qu'on n'avait pas ignorée pour avoir un traitement de l'erreur par la suite, on aurait eu aussi un rouge au niveau de fade, et le nom de la machine aurait été rouge. Donc là, tout a été. Si par exemple on retournait une nouvelle fois ce playbook et qu'il n'y avait plus rien qui avait été modifié par la suite, le nom de la machine, il serait directement en vert. Ça veut dire c'est OK, c'est dans l'état que j'attendais, j'ai rien eu à faire. Voilà. Si vous avez des questions. Comment, quand bien définir l'état souhaité, Oui. et puis c'est Ansible en fait, ça fait partie des produits qui sont dans Ansible, et en fait le test pour voir si l'état était déjà actuel ou s'il faut changer quelque chose. C'est le module qui décide en fait. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais faire. Donc en fait, tu voulais savoir si Ansible, c'est lui qui gérait le fait de savoir si l'état est déjà bon ou s'il doit exécuter du code pour arriver à l'état souhaité. Là, c'est Ansible qui gère ça tout seul en fait. Tu lui dis l'état dans lequel tu dois te trouver, et lui, il va s'assurer que soit c'est déjà le cas et il n'a rien à faire, soit il va avoir des choses à changer et il va exécuter les différents codes, les différentes tâches qu'il a besoin de faire pour arriver à l'état donné. Mais s'il y a quelque chose qui se passe mal dans le processus, dans toute la liste des tâches à faire, il y a quelque chose qui se passe mal, il n'y aura rien du tout qui sera appliqué. Il ne fait pas toute une partie puis un rollback, non. Il fait une espèce de bout de code Python, si je ne dis pas de bêtises, global, qui va englober toutes les tâches qu'il a besoin de faire. Il va le pousser sur la machine et il va aller l'exécuter une fois pour toutes. Mais s'il y a un problème en cours de route, il va tout arrêter. Il ne va rien faire. Donc déjà la première partie du tâche sera exécutée. Non, 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 du tout. S'il y a quelque chose qui arrive en erreur, clairement, et que tu n'as pas ignoré et géré l'erreur pour faire autre chose par la suite, il ne va rien faire du tout. Et le playbook, il l'exécute d'un bloc ou rien du tout. Tu as montré un exemple où il y avait tu ajoutes une clé SSH et en fait, tu Ouais. pas connecté parce qu'il n'y a pas la clé, du coup, c'est pas une erreur. Oui, exactement. Euh, Ça se fait beaucoup de faire ce genre de conditions, entre guillemets, où
c'est d'habitude utilisé que dans des cas précis? Alors, d'utiliser la condition pour savoir s'il y a une erreur, d'ignorer l'erreur, ça arrive pas souvent. Mais des fois, moi, la plupart du temps, quand j'ai besoin de l'utiliser, c'est que tu fonctionnes avec un service qui te retourne pas des choses très claires. Souvent, il va te dire, ça marche pas, débrouille-toi comme ça. Des fois, il te donne des choses en te donnant des codes d'erreur très précis où tu n'as pas besoin, ou du coup, les modules, des fois, sont prévus pour gérer ces cas de figure, donc c'est moins gênant. Mais ouais, ça va être souvent, j'essaie de pousser un truc, mais ça marche pas et je sais pas pourquoi. Je vais ignorer, je vais regarder ce que j'ai, je vais enregistrer la sortie, parce qu'on peut enregistrer la sortie d'exécution de tâche. Et dans une tâche suivante, je vais aller chercher si je trouve des conditions particulières, puis je vais voir dans quoi je me trouve. Par exemple, j'ai essayé de supprimer un élément dans une base de données qui a des dépendances en cascade. La base de données m'a dit non, non, tu ne peux pas supprimer ça, ça te renvoie une erreur. Après, toi, de ton côté, tu veux peut-être la supprimer uniquement s'il n'y a plus rien. S'il y a d'autres choses qui sont dedans et qui ne te concernent pas, tu es totalement d'accord pour que l'autre, le système refuse de le supprimer. Donc là, par exemple, tu peux faire un système où tu vas dire j'ignore l'erreur, je récupère la sortie, puis je vais aller lire le message d'erreur, pourquoi c'est comme ça. Et si ça correspond, c'est ce cas-là où il y a des dépendances qui ne sont pas gérées par moi, ok, je suis d'accord, tu vas garder ça. Mais du coup, comme ça, tu arrives à faire la différence entre j'ai eu une erreur parce que mon code s'est mal exécuté ou parce qu'il y a eu un souci avec le serveur distant, ou simplement, oui, ça s'est bien exécuté, mais on n'était pas dans des bonnes conditions et il ne m'a pas permis d'aller jusqu'au bout. Ça, ouais, dans ces cas-là, c'est assez pratique, quoi. Je sais pas s'il y a des questions sur le chat. Ok. Moi, j'utilise professionnellement, j'utilise tous les jours quasiment. Que ce soit pour. Ouais, j'ai eu plusieurs cas là. Actuellement, on est en train de. Comment dire? De s'en servir pour configurer des firewalls. Donc, définir quelles sont les règles qu'on a besoin selon les services qu'on ajoute. On a un fichier de config, comme je montrais, un YAML avec des données qui nous sert de source de vérité dans lequel on va avoir toute la config. Et puis on sait que sur nos services qui vont être répliqués dans les différentes régions du monde, bah, on utilise les mêmes règles. Donc on veut que nos paires de serveurs, elles fonctionnent à chaque fois de la même façon. Donc quand on fait un changement, on dit voilà, on a une nouvelle application qui va arriver, les développeurs auraient besoin qu'on ouvre un port quelconque, ça a été accepté, etc. Il faut mettre à jour la config. On va dans la config en YAML, on ajoute une entrée pour dire voilà, j'ai une nouvelle policy pour mon firewall. Euh, elle va fonctionner comme ci, comme ça, point d'entrée, point de sortie, machin, où je vais avoir des serveurs avec des certificats en particulier. Et ce truc-là va permettre d'harmoniser la configuration et de mettre en place les changements. Et puis, si on a aussi d'autres parties où on a des certificats qui se changent sans arrêt, et faut qu'on les mette à jour. Donc, on va les récupérer sur notre fournisseur, et puis on exécute pour aller les uploader sur tous les firewalls et faire la moulinette pour remplacer les anciens serveurs par les nouveaux dans la configuration. Donc, en fait, là, ça veut dire que c'est pas seulement des serveurs. Non, CPU, etc., c'est ça peut des être un machines routeur, quelconques. Ouais, ça peut être un routeur, ça peut être une Raspi. Ok. Moi, je l'ai utilisé à la maison pour déployer un MPD sur une Raspi, par exemple. Parce que je sais que je vais sans doute en faire 4 ou 5 ou peut-être 10 dans les prochaines années. Du coup, j'ai dit, tiens, j'en ai marre de le faire à la main à chaque fois. Bah, je me suis fait mon playbook Ansible. Et à chaque fois, j'ai juste à changer dans l'inventaire la destination et c'est parti. Autre question, enfin là, on est pas c'est ça, etc. Ouais. Windows, on peut faire quelque chose On avec, peut aussi. ou est-ce qu'il Alors, faut on peut installer utiliser, un serveur CSS, on peut utiliser OpenSSH sur Windows. Et du coup, les modules vont fonctionner un peu de manière transparente avec ça. Ou sinon, on peut utiliser WinRM, Windows Remote Management pour Windows. C'est un port spécifique, il faut s'assurer que c'est bien configuré aussi au niveau du parc. Mais c'est ce que j'ai fait par le passé. Par exemple, j'ai utilisé ça pour déployer des outils pour les services de cybersécurité, pour pouvoir monitorer un peu ce qui se passe sur nos machines, voir un peu ce qui tourne, faire tourner des tests de temps en temps.
Et donc pour déployer ça sur, on avait 300 machines, on a utilisé ça pour pouvoir le faire à la main, quoi. Que ce soit en production, en pré-production, en dev, enfin tout quoi. Du coup, il faut Python, il faut Python sur les machines et puis après il faut la partie connectique quoi. Donc ça va être WinRM, ça va être autre. Oui. Bah là par exemple pour les firewalls, on passe directement via une API. On fait pas du SSH, c'est directement l'API de gestion. Pour des devices réseau aussi, on peut taper directement sur les API. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Sur un port console, passer sur du à la main et puis pas des Alors, je sais pas du tout, j'ai jamais eu ce cas-là, mais je pense que ça va être faisable. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire quelque chose sur le port console. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Certains systèmes, t'as pas toute la machinerie derrière d'API, etc. Du coup, tu es bien obligé de trouver ça. Ouais. autre chose aussi, donc tu arrives sur des cas un peu particuliers qui ne sont pas forcément déjà prévus dans des modules. Du coup, au niveau de tes retours, est-ce que tu te retrouves dans des trucs où tu dois tout parser à la main ou tu as un Ansible de base, il est un peu plus intelligent et il arrive à ressortir des infos sur des trucs un peu. Alors, ça dépend beaucoup de comment est fait le service avec lequel il interagit, parce que des fois, c'est vraiment le bazar. Et des fois, tu arrives un peu au bout de la mécanique descriptive, je dirais, d'Ansible, ou de l'utilisation de filtres pour faire des tests. Du coup, il y a des fois, tu n'as plus vite fait de devoir faire toi-même un module parce que tu as vraiment une utilisation spécifique. Et ça va être plus facile de gérer ça en Python, avec du code, que d'essayer de gérer ça avec des filtres, des conditions, des boucles un peu simplifiées qu'on a au niveau d'Ansible. Mais, mais par exemple, ouais, moi, dans un cas, dans mes certificats, mon fournisseur de certificats, il me fournit tous les certificats sans me dire quel est le dernier, tu vois. Il n'y a aucune notion de savoir quel est le dernier. Donc après, en Ansible, il a fallu récupérer toute la liste et puis dire, bah, je vais chercher celui qui est le plus récent et simplement dans du JSON qui m'a retourné comme ça. Donc il faut réussir un peu à parser ça, à traiter ça. Ça aurait été beaucoup plus simple avec du code Python, mais là, ça a été faisable avec de l'Ansible. Ça a été un peu plus casse-tête, mais ça permet d'arriver un peu au même résultat. Enfin, d'arriver au même résultat. Mais c'est vrai que, ouais, après, des fois, c'est je dirais, c'est un peu le feeling. Si on se sent plus à l'aise à le faire directement en Python, quitte à écrire un module et puis avoir beaucoup plus de code à écrire, mais on va aller plus rapidement au résultat que des fois consulter la doc, trouver le bon truc qui va bien avec en YAML, avec les filtres, etc. C'est des fois un peu plus, un peu plus tendu. Est-ce que ça s'utilise aussi facilement avec des codes genre Kubernetes pour déployer des codes ou est-ce que tu utiliserais plutôt Terraform pour ça? Alors, je sais qu'il y a des modules. J'ai encore jamais utilisé des modules pour Kubernetes, mais ça se fait. Ouais. Je sais qu'il y en a. Tu peux utiliser du Ansible pour exécuter du Terraform. Ouais. Je sais que du Ansible pour Puppet, par exemple. Moi, je sais que par le passé, j'avais utilisé du Terraform pour produire l'inventaire du Ansible et après lancer le Ansible. Dans le sens, on n'avait pas un inventaire dynamique. Terraform provisionnait les machines. Une fois qu'elles étaient provisionnées, il écrivait un fichier d'inventaire qui passait après Ansible pour qu'il puisse lui faire la configuration et les déploiements sur ses machines. Parce que là, tu as déjà les machines et les VM. Dans cet exemple-là, non, on créait les VM directement avec Ansible. Mais par exemple, le problème de Terraform, c'est que lui, il fonctionne avec des states. À un moment donné, s'il a un petit truc à changer, il va te détruire et il va te recréer. Ce qui n'est pas toujours pratique, quoi. Donc du coup, pour beaucoup de choses derrière, tu passes ça en Ansible qui, lui, il va pouvoir s'exécuter X fois et arriver à l'état que tu veux sans effacer les choses. Donc Ansible est plus itératif dans l'approche et Terraform Ouais, détruit et crée. ouais, c'est ça. Parce que lui, il garde un state alors que Ansible ne garde pas d'état en fait. Il va juste le comparer au moment de l'exécution.
Cool, petite question. Pas de question. Bah merci.